Réaction de William Tay. Ce qu'a déclaré tout à l'heure la procureure vous semble tout à fait conforme à l'idée qu'on s'était fait de la vie, du parcours de suspect. Oui, mais en fait, non, il a un parcours quand même particulier. Je comprends ses conclusions parce que normalement, quand vous avez un motif terroriste apparent, souvent, ils s'en cachent pas, les terroristes. Donc, ils le réclament immédiatement et c'est le but du terrorisme. C'est que vous faites une action pour revendiquer une action, donc une idéologie. À partir du moment où la personne essaie de se cacher, de ne pas coopérer, ça paraît comme hors clou. Donc il a un profil particulier au-delà de toutes les descriptions que vous avez pu faire sur son profil. La difficulté qu'on a, c'est que son parcours est particulier, qu'il il a des contacts avec personne, donc personne n'est en capacité de dire qui il est et pourquoi est-ce qu'il a vrillé depuis 4 mois lorsqu'il s'est séparé de son ex-femme ou sa femme suédoise. Et donc il est difficile à partir de là. Donc c'est au magistrat et c'est au parquet de pouvoir mener une enquête pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, quel est son profil, quelles sont ses revendications et comment on en est arrivé là. Par rapport aux questions qu'ont abordées Thomas Scarpellini, elles sont multiples. On a déjà souvent posé la question de... Les médecins ont tendance à déclarer les meurtriers ou les personnes qui commettent des actes criminels irresponsables. La question qu'on peut se poser, et que beaucoup de personnes se posent, c'est que est-ce qu'on peut dire qu'il est taré ou pas? Vraisemblablement, oui, à partir du moment où vous n'êtes pas dans les clous traditionnels, à partir du moment où vous tuez quelqu'un, vous violez des personnes, vous n'êtes pas dans les clous traditionnels, donc vous êtes taré. Mais est-ce que pour autant, être taré signifie être irresponsable? C'est ça le véritable débat. Et moi, je pense qu'on a trop souvent tendance à déclarer les gens irresponsables alors qu'ils sont vraisemblablement responsables. La responsabilité ne veut pas dire que la personne est saine d'esprit. On peut être un peu taré et déclaré responsable. Ça, c'est le premier élément. Soit sur l'autre point qui est le droit d'asile, il y a une difficulté avec le droit européen et les frontières européennes, c'est lorsqu'un pays décide d'accorder l'asile à quelqu'un, cette personne peut accéder à tout le territoire européen en vertu de l'espace Schengen. C'est-à-dire que si la Suède décide de faire une politique migratoire ouverte, comme ce qu'a fait l'Allemagne avec Angela Merkel dans les années 2015, en accueillant 1 million de migrants, et ben c'est toute l'Union européenne qui doit accueillir ces personnes-là. Et se posera la question dans les années à venir, au vu de la politique d'Olaf Scholz, au vu de la politique scandinave, sur est-ce qu'on aura des vagues migratoires importantes en Afrique en raison du réchauffement climatique ou en raison des guerres, etc. Est-ce qu'on aura d'autres conflits au Moyen-Orient? Vraisemblablement. Et si par cas l'Allemagne ou les pays du Nord décident d'avoir une politique migratoire ouverte, est-ce que c'est à tous les pays européens d'en accepter les conséquences? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Chaque pays est libre de sa politique migratoire. Mais il ne faut pas que ce soit les autres pays qui en récupèrent et qui en payent les conséquences. Et il y a un autre point que moi je pose avec l'espace Schengen, c'est qu'effectivement, Darmanin a raison de le souligner, il y a une belle coopération européenne, mais se posera la question de créer un FBI européen, un Europol beaucoup plus poussé, parce qu'il y a des États nationaux, mais on est sur un espace libre, avec la liberté de circulation des personnes et des capitaux. Donc, il faudrait, comme aux États-Unis, un FBI européen capable de pouvoir encadrer et aider les polices nationales. On se posait la question de cette libre circulation, finalement, des réfugiés au sein de l'espace Schengen. Souvent, vous parlez de l'espace Schengen, Oui. William Tay. Est-ce que vous trouvez que là, tout fonctionne normalement? Non, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que tout fonctionne normalement. Mais il faut distinguer deux choses, le droit d'asile et la libre circulation des personnes. Je pense que sur le droit d'asile, effectivement, comme le disait Georges Fenech, il est dévoyé. C'est-à-dire que vous avez 150 000 personnes qui se réclament du droit d'asile. La difficulté qu'ont tous les États, c'est à distinguer les véritables demandes du droit d'asile et ceux qui l'utilisent pour en fait faire un titre de séjour économique. Et trop souvent, des personnes utilisent le droit d'asile en venant d'un pays dit sûr, et pour prétendre au droit d'asile, pour rentrer plus facilement dans le territoire européen, pour fuir une misère économique ou fuir une détresse sociale. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que le droit d'asile est dévoyé. Mais la difficulté, c'est comment faire en sorte de préserver un droit d'asile qui est essentiel et qui fait la fierté des démocraties libérales et occidentales, qui fait la différence par exemple au régime dit autoritaire. Actuellement, on a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le droit d'asile a permis d'accueillir des tas de réfugiés ukrainiens qui se sont bien comportés. Donc il faut distinguer les personnes qui ont bénéficié du droit d'asile. Et souvent, quand vous bénéficiez véritablement du droit d'asile, vous vous comportez bien dans le pays qui vous accueille. C'était le cas de mes parents, c'était le cas des Ukrainiens auxquels on n'a eu aucun souci. Ensuite, après, vous avez d'autres personnes. Ceux qui utilisent le droit d'asile pour essayer de passer, comme le disent dans le langage des cités, en soum-soum, pour essayer d'arnaquer les gens et de venir au titre du motif économique. Donc ça, ce sont des gens qui viennent principalement d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient. Moi, je pense que pour reprendre le contrôle de la politique migratoire, il faut faire en sorte que les personnes venant de pays dits sûrs puissent faire une demande au consulat ou à l'ambassade de France du pays concerné. Comme ça, on n'a pas à les traiter en France. On n'aura pas de jungle de Calais et des personnes qui viennent se loger ici. On n'aura pas de porte de la Chapelle, etc. Ensuite, après, vous avez un deuxième sujet qui est la libre circulation des personnes. Est-ce que les citoyens européens, un citoyen français, un citoyen autrichien, un citoyen allemand a le droit de circuler librement? Oui, parce que quand vous avez la citoyenneté d'un État, vous avez la citoyenneté européenne. Donc vous avez le droit de circuler dans l'espace européen. Par contre, est-ce que les réfugiés qui n'ont ni la nationalité
ni la nationalité d'un État, ni la nationalité européenne peuvent circuler dans l'espace européen. Je ne pense pas, parce que si par cas, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure, Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui dit « pour financer notre régime des retraites, on va prendre 1 million de réfugiés syriens ou 1 million de réfugiés d'Afrique subsaharienne », ça veut dire que ces 1 million de personnes pourront circuler librement en France, en Italie. Ça veut dire que tous les pays européens sont solidaires d'une politique migratoire décidée par un seul État, et ça, c'est inacceptable, comme je pense que la France regrette le choix qui a été fait par les Suédois actuellement. Est-ce qu'on a dit dès lors qu'il obtient le statut de réfugié dans un pays européen, pourquoi ? Quelle motivation derrière le dépôt de demande dans d'autres pays ? Est-ce qu'on a une idée là-dessus ? Non, ça c'est différent, parce que vous avez des personnes, il y a des personnes qui font des demandes d'asile. Une fois que vous l'avez obtenu, une fois qu'ils l'ont obtenu, c'est qu'ils essayent d'être naturalisés dans un des pays. Et ça, c'est différent. Parce que vous avez des personnes, en raison de Dublin 2, du règlement Dublin 2, c'est assez compliqué, mais je vais essayer d'expliquer. Vous avez des personnes qui se disent, quand vous faites une demande dans un État, par exemple en France, si c'est refusé, il faut une demande en Italie. Non, mais voilà, dans le cas où c'est refusé. Mais quand c'est accepté, comme dans le cas de cet homme-là... Non, il essaie d'être naturalisé, je pense. Je pense qu'il essaie d'être naturalisé en vue d'avoir des droits sociaux. Parce que lorsque vous êtes en séjour régulier dans un État, vous ne bénéficiez pas de droits sociaux dans un autre État. Et donc, si la personne veut circuler librement, ils essaient de faire une course sociale. Et donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes, admettons, que vous recevez le droit d'asile en Pologne, votre RSA, si par cas il existe, n'est pas très élevé. Donc, ils essaient de faire une nouvelle demande en France ou dans un pays dit accommodant pour avoir un droit social plus important. Et c'est là où le droit d'asile est dévoyé, parce que vous avez des personnes qui viennent non pas pour fuir une guerre ou fuir une situation de détresse, mais pour essayer de faire une course aux droits sociaux, l'AME, etc., en vue de faire un petit parcours du combattant. Oui, non mais... Je pense l'avoir dit assez clairement. Ah oui, de toute façon, je prends des précautions. La France est le pays le plus attractif en matière migratoire. Et nous, on accueille toute la misère du monde, ou pas loin en tout cas. Quand on regarde la stratégie migratoire ou d'asile des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Chine, vous comprenez à peu près quelle est leur logique. Ils disent, voilà, nos règles. Les États-Unis, quand vous avez accès au droit d'asile, c'est très clair. Et même la politique migratoire, c'est assez clair. Nous, en Europe, on prend tout le monde, c'est open bar. Et en plus, toutes les règles qu'on fait sont absurdes les unes des autres. On va prendre les règles européennes, parce que je pense que ce sont les meilleures. Avec les règles Dublin 2, les pays qui doivent traiter les demandes d'asile sont les pays qui sont les exposés aux frontières. Donc c'est l'Espagne, frontière avec le Maghreb, c'est l'Italie et c'est la Grèce. C'est les 3 pays les plus pauvres qui doivent gérer toutes les demandes d'asile. Donc c'est les pays qui ont moins d'argent qui doivent mettre la police aux frontières, Frontex et financer les demandes d'asile. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas les moyens de traiter, donc ils laissent filer tout le monde aux pays du Nord, donc en passant par chez nous. Donc belles règles européennes, ce sont les plus grands génies. De toute façon, si les Européens étaient malins, ça se saurait depuis très longtemps. Ensuite, après, pour les aider, il y a les Français qui, eux, battent tous les records, parce que eux, c'est encore mieux, parce que donc il y a les juges qui détruisent les décisions du préfet et du ministre de l'Intérieur qui veulent expulser des gens. Donc déjà, c'est difficile d'expulser des gens. Et en plus, ils mettent des barrières. C'est comme si vous jouez à un jeu vidéo et si par cas c'était pas assez difficile, ils vous mettaient en mode légende. Ça, c'est à peu près les juges qui font. Et en plus, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que l'État français subventionne les associations de migrants pour faire des recours contre l'État français. Donc c'est quand même fantastique. Le contribuable paye pour financer des avocats qui vont attaquer la France. Ça a été dénoncé dans un livre récemment c'est fantastique, par monsieur Didier Lesky. Il a tout à fait raison. Parce que, il est directeur général de l'Office français des Français d'immigrés, donc l'OFI, n'est-ce pas ? Et qui s'étonne effectivement qu'on subventionne ces associations qui font un maximum pour contester les décisions prises par l'OFI elle-même. Et qui font condamner la France au niveau français. Et si par cas le juge français est toujours un peu réglo parce qu'il respecte le droit et qu'il ne dérive pas pour des dérives idéologiques, les associations utilisent la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne pour faire condamner la France. C'est-à-dire que la France paye des avocats qui vont faire condamner la France à payer des amendes, à payer à quelqu'un. Donc c'est quand même assez fantastique. Et on comprend qu'on paraît comme le pays le plus ridicule aux yeux des étrangers. Donc les gens se disent, comme l'Ocean Viking ou les associations de migrants se disent, l'Italie maintenant est Giorgia Meloni, donc ils refuseront tous les bateaux de migrants. L'Espagne, ils vont passer sous un pouvoir de droite, donc ils vont dire, c'est plus open bar, c'est facile. Donc quel va être le pays le plus attractif en matière migratoire grâce à ses droits sociaux, grâce à ces juges qui jouent contre nous, plus l'État qui adopte des règles les plus absurdes du monde. Donc moi je pense que dans les temps à venir, vous aurez beaucoup de bateaux qui vont venir en France parce qu'on est le pays qui doit être considéré par les pays étrangers comme le pays le plus bête. William Piasson, qu'il y ait forcément évidemment un des drames reliés au statut des immigrés qui arrivent en France, ça veut juste dire que ça rend encore plus nécessaire l'examen de ce nouveau projet de loi immigration dont on parle, qu'on repousse, mais malheureusement l'actualité le rend d'autant plus important. Ce qu'il faut dire, c'est quand vous regardez les statistiques en crime, on n'a pas de statistiques ethniques. Ce qu'on sait à peu près avec les déclarations du préfet de police de Paris, du ministre de l'Intérieur, c'est que si par cas, il faut être clair, que 99% des gens qui viennent en France sont normaux et ne commettent pas de crimes,
Et parmi ceux qui commettent des crimes, ce sont principalement des personnes qui viennent ou qui ont des origines étrangères, donc soit par descendance, soit qui viennent directement de l'étranger. Ce que montre Christophe Guilluy dans Le Temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, vous avez un système qui est organisé. Enfin, un système, c'est pas organisé clairement, mais les gens s'organisent comme ça. C'est-à-dire que comme les gens fuient une misère économique, ils ne fuient pas une guerre, ils fuient une misère économique. Ils viennent dans un territoire et souvent ils ont peu de diplômes, ils ont peu de qualifications. Or nous, on est une société dite de service. Donc les gens, comme ils n'ont pas de diplôme, ils viennent dans un endroit. Et en plus, on a une intégration qui est dite communautaire. Vous n'avez pas une intégration d'assimilation républicaine à l'ancienne, comme ce qui se passait du temps du général de Gaulle, où il y a 50 ans. Donc les gens viennent dans des communautés, en fonction de leurs origines ethniques. Souvent, ils sont pris dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Et comme ils ont le choix entre la criminalité et les autres moyens, ils finissent dans la criminalité. Et ce que fait la police, c'est qu'ils les arrêtent et ils sont remplacés par des personnes qui viennent ensuite après et qui les remplacent, et ce qui crée une vague de criminalité successive. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour pour arrêter ça? Il y a 2 leviers possibles. 1, c'est reprendre la politique migratoire, et 2, c'est dicter une stratégie de politique migratoire et d'assimilation et d'intégration républicaine. Sur la politique migratoire, si vous voulez fermer les frontières, c'est assez simple. Vous dites clairement, le séjour est irrégulier. Si par cas, vous ne faites pas une demande à l'étranger, tous ceux qui viennent en France sans autorisation n'ont le droit à ni naturalisation, ni titre de séjour, ni aucun droit social. Donc forcément, c'est beaucoup moins attractif de venir en France parce que du coup, vous n'avez aucune chance d'être régularisé à terme. Point réglé. Ensuite, après, sur la question d'assimilation et de la stratégie, il faut dire qui nous, on veut intégrer. Vous avez une politique économique. Ça, c'est la politique des quotas migratoires ou des métiers en tension dont on parle finalement depuis des années au-delà des appellations. Il y a plein de sujets. Il y a un sujet qui est économique. Il y a un sujet qui est culturel. On n'a eu aucun problème avec les réfugiés ukrainiens. Ça n'a jamais marché, William Tay. Moi, je prends un exemple qui est posé, par exemple, par les États-Unis. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'il faut se poser la question. Donald Trump a dit certaines communautés ont du mal à s'intégrer avec la communauté américaine et créent des tensions au niveau local américain. Donc, nous, ce qu'on crée, c'est qu'on crée des quotas, non pas par profession, mais par pays de provenance. Vous savez que ce discours ne peut pas être tenu en France. Oui, mais en tout cas, je pense qu'il faut mettre des sujets dans le débat public. Si par cas, vous dites que vous avez des problèmes de communauté, que vous avez des quartiers où il y a trop de communautés et les gens font trop de communautarisme, est-ce que, par exemple, moi je viens d'une certaine origine, est-ce que c'est bien que des personnes d'origine asiatique restent dans le 13e tous ensemble ou se mélangent avec des Français? Je pense que c'est mieux s'ils se mélangent. C'est ce qu'ont fait mes parents et ça se passe beaucoup mieux. Et comme d'autres communautés, moi je leur dis, c'est mieux si vous mélangez. Si par cas, vous faites trop de quotas de pays de provenance, par exemple, vous accueillez 25 000 Afghans et qui se retrouvent à 25 000 Afghans dans une seule ville, ils n'ont aucune chance de s'intégrer. C'est impossible statistiquement parce qu'ils ne vont pas parler français, ils vont parler arabe et ensuite après ils vont se mettre à vivre comme en Afghanistan et ils ne vont pas vivre à la française qui causera des problèmes profonds.